Bonjour Yves, prends le temps d'arriver. Comment s'est passée ta semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des choses ou des réflexions qui ont ressurgi par suite de notre dernière rencontre dont tu aimerais me parler? Non? D'accord. Écoute, tu t'es grandement ouvert par rapport aux réactions que tu vis fréquemment dans ton quotidien lors de notre dernière rencontre. Puis j'avais comme idée aujourd'hui, on explore un peu ensemble pourquoi, suite à un événement anormal comme tu as vécu, le corps nous envoie certains messages qui sont vraiment normaux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais? Super. Je veux juste te dire qu'on va sûrement toucher des sujets sensibles aujourd'hui. Si tu te sens inconfortable, si tu sens que tu as besoin d'une pause, n'hésite pas à me le nommer, on va s'ajuster. Le but, c'est de suivre ton rythme. En fait, il existe 4 catégories de réactions, puis ils ont toutes des fonctions. On va passer à travers chacune d'entre elles, puis n'hésite pas à m'arrêter si tu as des questions. Une des réactions fréquentes que tu m'as nommées vives, ce sont les reviviscences. C'est des images intrusives, des souvenirs qui surgissent, qui peuvent générer de la détresse. Le cerveau, en fait, il cherche à mieux comprendre ce qui s'est passé, de digérer la situation. Ça se peut aussi qu'il essaye de retourner la situation de maintes et maintes sens et de s'imaginer des choses qui ne sont pas nécessairement réellement passées. Ça dépend comment il l'a encodé pendant l'événement. Un exemple que tu m'as nommé, c'est les images de la petite fille qui, des fois, est présente à côté de toi. Le cerveau, il va aussi essayer de déceler tous les éléments qui étaient présents pour être capable de les reconnaître si jamais il fait face à une autre situation difficile. Une autre réaction que tu m'as nommée la semaine dernière, qui est souvent présente, c'est des comportements d'évitement. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu évitais de marcher dans ton quartier près de la cour d'école? Mais ça se peut-tu que de voir des enfants de l'âge de la fillette de ton événement, ben ça te fait monter plein d'émotions? Ouais, hein? Ben, en fait, en évitant de passer par là, ben, ça donne une petite pause. Ça fait que tu n'es pas confronté à vivre ces émotions dites négatives, puis ça diminue ta souffrance puis ton anxiété. Mais attention, c'est ça, c'est seulement à court terme. On va y revenir plus tard. Une autre réaction que tu m'as ressortie la semaine dernière, c'est les comportements d'hyper-réveil. En gros, ça, c'est ton système qui est en mode vigilance. Son cerveau, il se met dans ce mode-là parce qu'il veut s'assurer que si une situation dangereuse survient, il est prêt à réagir pour assurer sa sécurité puis ta survie. Dans ton cas, je me souviens que tu m'as mentionné que tu tombes souvent dans ce mode-là quand tu entends des cris d'enfants, puis que tu te sens prêt à intervenir s'il arrive quoi que ce soit. Ça fait du sens pour toi? La dernière réaction qui survient souvent, c'est certains changements dans les croyances ou dans notre humeur. Par exemple, plusieurs personnes vont ressentir un sentiment de culpabilité à la suite de l'événement traumatique vécu. C'est, c'est d'ailleurs quelque chose que tu m'avais nommé la semaine passée, n'est-ce pas? En fait, il s'agit un peu d'un mécanisme de défense. En se sentant coupable d'avoir figé, par exemple, certaines personnes cherchent à reprendre le pouvoir sur la situation, à essayer de donner un sens à cet événement-là. Parce qu'on, tu sais, on a toujours appris que le monde, c'est sécure, c'est prévisible, c'est contrôlable. Mais en étant confronté à la situation que tu as vécue, ben, le cerveau, il se rend compte que c'est pas toujours vrai. Puis, en se blâmant, ben, le cerveau, il donne une raison pour laquelle cet événement-là s'est produit. Il va chercher à s'adapter, à se sauver du sentiment d'impuissance, puis à se protéger de l'aspect insensé de la chose. Quand tu as vécu l'événement traumatique, t'as vécu un grand sentiment de peur. Ton cerveau, il a associé plusieurs éléments présents lors de l'événement, que ce soit des sons, des lieux, des objets, à ce sentiment de peur intense. Puis ce sentiment de peur-là, il peut aussi se manifester par des réactions physiologiques du corps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est comme avoir chaud, augmentation de la fréquence respiratoire, augmentation du rythme cardiaque, avoir les mains moites, par exemple. C'est tous des bons exemples. Le cerveau, il a comme pris une photo de l'événement, puis de tout ce qui l'entourait, pour se souvenir de tous les éléments qui étaient potentiellement dangereux. Ton cerveau, il va percevoir tous ces éléments-là comme des indices de danger. Il va percevoir ça comme une menace, même si, en réalité, ces éléments-là, ils sont pas nécessairement dangereux en eux-mêmes. Bien que de vivre ces réactions-là physiologiques, puis cette peur-là, ben c'est pas agréable, mais je te rassure, ces réactions-là, puis cette peur-là, ils sont pas dangereux. Si tu te souviens quand on parlait d'évitement un peu plus tôt dans la rencontre? Ben en fait, on peut avoir tendance à vouloir éviter ces éléments-là parce qu'on veut pas vivre cette peur-là, puis ces réactions physiologiques-là. Par exemple, tu m'as nommé qu'il t'arrivait de consommer de l'alcool un peu pour t'engourdir.
Même si ça engendre un sentiment de soulagement immédiat sur le moment, éviter, ça peut avoir des effets pervers sur le long terme. En évitant, ça te permet pas de développer des outils pour faire face à cette peur-là. Et ton esprit n'a pas l'occasion d'apprendre que dans le fond, ces éléments-là, ils sont pas dangereux. L'objet de la peur, souvent, il va devenir de plus en plus grand, puis ça peut nuire de plus en plus à tes activités. L'évitement, ça fait en sorte que les difficultés, ben, ils sont maintenus dans le temps. Dans le cadre de nos rencontres, un des objectifs, ça va être de trouver des stratégies qui vont être plus adéquates, qui vont te permettre de réassocier ces endroits-là, ces sons, ces objets à quelque chose qui est plus neutre, qui est moins menaçant. Qu'est-ce que t'en dis? Si je comprends bien, t'aimerais ne plus avoir à éviter, mais ça te fatigue d'être constamment en état d'alerte, puis tu vois pas d'autres solutions. C'est important de bien comprendre les associations que ton cerveau a construites durant la situation traumatique pour mieux comprendre pourquoi tu es constamment en état d'alerte. Ce que je te propose, c'est d'identifier ensemble les éléments qui étaient présents à ce moment-là et de créer une structure de peur. En gros, c'est quoi? C'est un schéma visuel qui permet de représenter les associations que ton cerveau y a établies entre les différents éléments du moment traumatique. Par exemple, les sons, les lieux, les personnes, les objets présents, etc. Le cerveau va faire des associations qui sont normales avec de réels indices de danger. Plus concrètement, si on prend une situation d'un accident de voiture, par exemple, le cerveau peut associer les blessures, le sang ou d'autres éléments à des indices de danger, puis ça, en soi, c'est normal. Par contre, dans la structure de peur post-trauma, ce qui va arriver, c'est que ton cerveau il va faire des nouveaux liens entre différents éléments qui ne vont pas avoir nécessairement été faits automatiquement lors de l'événement. Dans le schéma, ces liens sont représentés en rouge. Pour mieux comprendre pourquoi ces liens ont été faits, on peut représenter le cerveau comme un système d'alarme. Après l'événement, il va devenir hypersensible, puis il va réagir plus rapidement à tout ce qui pourrait ressembler à une menace, même si celle-ci n'est plus réelle. Les indices de danger enregistrés durant l'événement peuvent se réactiver dans ta vie quotidienne, déclenchant l'alarme sans qu'il y ait de véritable danger. Par exemple, ton cerveau a associé que les enfants à un indice de danger. Puis ça te génère de l'inconfort, alors qu'objectivement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans ton cas, ta structure de peur est activée souvent dans ton quotidien. Tu vis un certain inconfort maintenant quand tu vois des enfants de manière générale. Même ta fille en fait partie. Quand tu entends des cris d'enfants, quand tu passes près de l'école. Cette alarme qui se déclenche fréquemment réduit peu à peu ta capacité à tolérer le stress. Plus elle s'active, plus tu deviens sensible aux moindres menaces perçues, même si elles sont minimes. Puis ça te maintient dans un état d'hypervigilance extrême, ce qui te demande énormément d'énergie au quotidien, puis ça finit par réduire tes capacités à gérer ton stress. Je comprends que c'est pas facile. Dis-moi si je me trompe, mais dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu sembles pas trop comprendre pourquoi tu as développé ces réactions-là, alors que tes collègues de travail non. Tu sais, faut que tu comprennes, Yves, qu'il y a plusieurs éléments qui ont pesé dans la balance, qui ont fait que tu as développé ces réactions-là. C'est pas de ta faute. Ça fait pas de toi une moins bonne personne. C'est juste une question de plusieurs éléments présents avant, pendant, après l'événement, qui se sont accumulés puis qui ont contribué au développement puis au maintien de tes difficultés. Premièrement, le fait que tu sois constamment exposé à des situations stressantes dans ton travail depuis maintenant combien d'années? 30, c'est beaucoup. Ça se peut que ça ait augmenté ta vulnérabilité à développer tes réactions, sachant que chaque expérience traumatique, ben, ça a un impact cumulatif. Par exemple, le fait que tu aies vécu d'autres situations difficiles par le passé, comme l'événement de 2014. Par contre, je tiens à nommer que ta formation d'ambulancier, c'est un atout. Ça te permet d'avoir des compétences et des informations pour te préparer à ces scènes difficiles-là. En ce qui concerne l'événement en tant que tel, tu m'as nommé que tu avais figé lors de la dernière situation, ce qui démontre que ton esprit, ben, il a voulu se protéger temporairement. Surtout si ton travail, justement, il t'expose fréquemment à des événements euh, traumatiques, notamment par le passé. C'est un facteur qui démontre que cet événement-là, il a été particulièrement difficile, qui a augmenté les chances aussi de développer des réactions post-traumatiques. Comme je te l'ai mentionné précédemment aussi, les stratégies plus passives comme l'évitement, fait éviter les souvenirs, les lieux, les images, notamment par la consommation, mais ça contribue au maintien de ces réactions post-traumatiques.
Les comportements d'évitement, ils empêchent ton esprit de réévaluer puis de traiter ces souvenirs-là pour qu'ils deviennent moins envahissants. Un autre euh, aspect qui est important, qui peut aussi avoir pesé dans la balance, c'est le sentiment de culpabilité c'est un facteur qui va maintenir les difficultés. Toutefois, le fait que tu as une coéquipière de travail avec qui tu es à l'aise de parler, puis le fait que tu as été capable d'aller chercher de l'aide, c'est des éléments très positifs puis qui peuvent grandement contribuer à ton rétablissement. Tout ça pour dire que ta situation, bien qu'elle soit difficile, elle est absolument pas de ta faute. Tu as réagi de manière totalement normale face à des événements anormaux, puis tu n'as vraiment pas à te sentir coupable.